assez de l'histoire des grands hommes et des batailles ou des guerres. Arrêtons ces histoires-là. La vraie histoire, l'histoire profonde, c'est l'histoire de l'économie, et du développement, de la croissance, et c'est l'histoire des mœurs ou des religions, c'est-à-dire la longue durée. Et les crises, les guerres, les hommes politiques, etc., c'est la courte durée. Donc ça ne compte pas, c'est des épiphénomènes, c'est des phénomènes de surface. Cette idée développée doctement par l'école des Annales, c'est une idée qui règne pour beaucoup. Ce que je vous propose, c'est au contraire de prendre une autre idée d'historien qui considère que les crises, c'est une sorte de forme de connaissance de nous-mêmes. Vous savez, le premier grand historien, purement historien, en Grèce, c'est Thucydide. Et il n'a écrit qu'une chose, c'est l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Et il disait, c'est la plus grande guerre, et c'est celle qui dure, et c'est la plus longue guerre pour les Grecs. Elle a duré 30 ans. Et cette idée-là, qu'il y a une longue durée des crises, qu'il y a une longue durée des guerres, et que c'est cette histoire qu'il faut essayer de faire, justement, en profitant du fait que les crises éclatent, alors qu'elles couvaient déjà depuis longtemps, eh bien, c'est cette idée que je voudrais essayer d'illustrer un peu. Dites-vous que je ne suis pas en train de vous faire de l'épistémologie. Prenez l'idée du socialisme. L'idée du socialisme, elle est actuellement divisée visiblement en deux. Vous avez le socialisme de Chavez et le socialisme de Lula, par exemple. Vous avez eu le socialisme de la lutte de classe jusqu'au bout, et puis vous avez eu le socialisme de, la lutte de classe, oui, mais pas jusqu'à la ruine finale. En Espagne, vous avez eu un parti communiste qui a considéré justement qu'il ne fallait pas pratiquer la politique du pire, qu'il fallait même accepter un roi pour sortir du franquisme. Au Portugal, alors ça c'est la tendance, si vous voulez, Lula, etc. Au Portugal, vous avez eu un autre parti communiste, dirigé par Cunhal, qui ne pensait pas du tout ça, qui pensait qu'il fallait renverser le régime instauré par la révolte des colonels. La révolte qui a mis fin au salazarisme. Parce qu'ils n'étaient pas... Enfin, ils étaient capitalistes, bourgeois, enfin, ils n'étaient pas communistes et socialistes à la manière léniniste. Et il y a eu des tendances au coup d'État fomentées par le Parti communiste portugais, à l'époque, sous la direction de Cunhal. Donc vous avez ces deux voies. En Europe occidentale, vous les avez eues. En Amérique latine, vous les avez encore. Mais elles durent depuis très très longtemps. Laissez-moi vous raconter une histoire. Justement à propos d'une crise et la façon de la prendre. Il s'agit d'une crise de famine dans le tiers de la Russie tsariste, en 1991. Les paysans mouraient dans les villes, partout, et c'était une crise très très profonde, et en plus avec une responsabilité du tsar et du gouvernement, parce que le tsar et le gouvernement avaient vendu le blé pour avoir de l'or, pour pouvoir industrialiser la Russie. Et donc ils ont affamé le peuple. Sans le vouloir, bien sûr. Mais enfin, ils ont vraiment affamé. Et les paysans mouraient comme des mouches, comme ça, dans les rues. Alors les gens se sentent beaucoup émus. Des grands écrivains comme Tolstoï et Tchekhov ont appelé à la solidarité. Vous savez, c'est un peu les ONG, les Médecins du Monde, etc. Il y a eu un mouvement d'abord étudiant de solidarité avec les ouvriers. Ils sont allés
ramasser de l'argent, apporter des vivres, essayer de les soigner, etc. Et puis après, l'Église a suivi, et même le tsar a accepté qu'on fasse comme ça, qu'on passe un peu à côté de la société réglée du tsarisme, que la société civile, pour une fois, et pour la première fois, se mobilise pour sauver les paysans. C'était remarquable. Mais il y a eu de l'opposition à ce mouvement. Alors, il y a eu les réfugiés russes révolutionnaires à Genève, ils étaient partagés. Il y a ceux qui étaient pour soutenir les collectes pour les paysans, c'était Plekhanov par exemple, et il y a ceux qui étaient contre, comme quelqu'un qui était une sorte de jacobin qui s'appelait Lavrov. Mais il y a eu aussi, dans l'épicentre de la famine, à Samara, un jeune homme qui a dit « Surtout ne faites pas ça. N'allez pas collecter des vivres. Ne mobilisez pas les étudiants. Il faut que les paysans apprennent, que le tsar les affame, qu'ils crèvent de faim et que Dieu ne les protège pas. Et quand ils auront appris tout ça, avec leur mort, eh bien, ils seront prêts pour la révolution. » Ça s'appelle la politique du pire. Plus il y a de morts, mieux c'est. Et ça, l'homme qui disait ça, il est très, très célèbre. Il avait une excuse, il était jeune, et son grand frère s'était fait pendre par la police tsariste comme terroriste. C'était le mouvement de la volonté du peuple, etc. Donc il avait une excuse, il voulait venger son frère, etc., etc. Mais il s'appelait Lénine. Mais Dieu sait que sa ligne, il s'y est tenu. Alors, vous avez, dans la crise, deux stratégies. L'une qui considère que, bon, ça nous apprend beaucoup, la crise, mais ça peut servir à la fois de lucidité et engendrer des remèdes. Et puis, il y a ceux qui disent non, c'est la fin du système et tant mieux. D'ailleurs, Lénine disait on tapissera les toilettes avec des billets de banque et de l'or quand nous aurons fait la révolution. Ils n'y sont jamais parvenus, mais enfin bon. Ça, c'est pour la crise, pour vous dire que c'est un sujet très sérieux. Crise de longue durée ou crise courte, crise mortelle ou crise soignable. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle le postmoderne. C'est pour ça que je vous ai donné comme titre, c'est la première crise postmoderne. Alors, qu'est-ce que c'est le postmoderne? J'ai combien de temps encore? It's 10:40. 10:40. 10:40. You still have 20 minutes. Combien? 20 minutes. D'accord. Bon. Qu'est-ce que c'est le postmoderne? C'est beaucoup de choses, c'est une grande confusion, mais essayons de trier. Premièrement, c'est quelque chose de réel, de vrai. C'est une date, ou plus exactement un tournant dans notre histoire européenne et mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire, le postmoderne? Le postmoderne, c'est ce qui est apparu après les idéologies de la guerre froide. Le postmoderne, c'est ce qui est apparu quand il n'y avait plus la lutte entre deux internationales. L'internationale, disons, communiste de gauche, représentée par l'Union soviétique et la Chine, et l'internationale, disons, libérale, représentée par l'autre camp de la guerre froide. Au moment